Dans moins de 3 heures, sinon ce samedi à 0 heure, les candidats à la présidentielle et aux législatives du 22 novembre 2020 sont officiellement autorisés à aller convaincre les électeurs. Mais dans quelles conditions? Les organisateurs sont-ils prêts? Quels sont les enjeux de ces élections et qu'en est-il donc de l'audiovisuel public? Toutes ces questions donc, nous allons répondre à ces questions tout à l'heure à environ 1h15. Nous aurons des invités qui vont se relayer en plateau ici. Et le premier, c'est le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Newton Ahmed Bari. Bonsoir. Bonsoir Simon Gongo. Avant de revenir à vous, nous allons d'abord suivre les péripéties, les différentes étapes de ce processus que vous avez lancé il y a plus d'1 an et qui a été stoppé à un moment donné par d'abord la crise sanitaire, mais surtout perturbé par la question sécuritaire. Olopouda nous raconte l'histoire, nous l'écoutons. Le 22 novembre prochain, les Burkinabés seront appelés aux urnes pour choisir leur président et les 127 députés qui vont prendre place à l'hémicycle à la prochaine législature. Et à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, acteurs politiques, sociétés civiles et la communauté internationale se disent confiants et saluent le dynamisme de la Commission électorale nationale indépendante. Les préparatifs des élections sont sur de bons rails, mais pour en arriver là, l'institution en charge de l'organisation des élections au Burkina devait relever le défi de la révision du fichier électoral avec la prise en compte des Burkinabés de l'étranger qui vont pour la première fois participer à l'élection du président du Faso. Et c'est la période du 4 au 26 janvier 2020 qui a été retenue pour cette opération qui a concerné 22 pays à travers le monde. Le 10 février 2020, la CENI procédait au lancement officiel de l'opération d'enrôlement biométrique au plan national à Dédougou dans la boucle du Mouhoun. Cette opération venait ainsi de jeter les bases des futures échéances électorales. Et contre toute attente, la pandémie de la maladie à coronavirus qui a fait son éruption au Burkina Faso en début mars de cette année a bouleversé le calendrier de l'opération de révision des listes électorales biométriques. Suite aux mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, la CENI va suspendre ses opérations d'enrôlement. Une situation de force majeure qui vient se greffer à celle liée à l'insécurité. Et à l'heure du bilan, il ressort que 2 377 601 Burkinabés ont pu s'enrôler. Malheureusement, 22 communes sur les 351 que compte le pays n'ont pas pu accueillir l'équipe de la CENI. Raison avancée par la CENI est que ces zones sont quasi inaccessibles. Car cela ne tienne, le taux moyen d'enrôlement qui est estimé à 50% du potentiel électoral attendu permet d'aller au scrutin couplé présidentiel et législatif du 22 novembre prochain. Et les résultats de l'audit indépendant du fichier électoral voulu par la classe politique sont venus confirmer la fiabilité du fichier. La Commission nationale électorale indépendante vient ainsi de relever le challenge en garantissant le caractère inclusif du fichier électoral estimé aujourd'hui à 6 490 926 électeurs. Passé cette étape de transparence, place au dépôt des candidatures. Au terme de ce long processus parsemé d'embûches, 13 candidats sont retenus pour la présidentielle. Monsieur le Président, vous avez suivi avec nous. Je vais vous rapporter des questions que j'ai dû collecter ici et là. Et ce soir, on va être très pédagogique. Mais avant, est-ce que vous êtes prêts? Merci Simon Gongo. Il ne faut pas être trop prétentieux en disant qu'on est prêt ou pas. Le constat qu'il faut faire plutôt, c'est que l'agenda que nous avons établi, nous l'avons jusqu'à présent scrupuleusement respecté. Ça, c'est un fait. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, il y a eu une petite perturbation qui n'est pas de notre fait. C'est-à-dire que le contentieux en justice a pris, peut-être que c'est aussi le fait de l'approfondissement de la démocratie, un autre tournant qui a fait que, par exemple, les dernières décisions à notre possession sont tombées hier du Conseil d'État et qui nous amènent par exemple à chambouler tout le dispositif en matière
bulletin unique pour un certain nombre de circonscriptions, notamment pour le cas Diogo par exemple. On était à 85 quand nous avions fait le tirage au sort en espérant que les rendus en première et deuxième instance au niveau du tribunal administratif nous permettaient naturellement de penser que les choses allaient dans le bon sens et que bon, qui a été donc remise en cause par le Conseil d'État, qui fait qu'aujourd'hui on est à peu près à 100 partis politiques qui compétissent dans le cas Diogo. Je ne sais pas si vous imaginez, mais pour celui qui fait un peu l'imprimerie, d'abord on était parti sur un bulletin A3. Ensuite A2. A2 c'est A3 collé. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire un journal. Donc, on n'est pas difficile à manipuler. Enfin, en tout cas, il va être feuilleté. Donc, ça veut dire que ça va rendre un peu le processus un peu complexe, puisque au lieu de regarder sur la première page, il va falloir regarder sur les pages à venir. Mais on va essayer de voir, parce que l'autre inconvénient, c'est que si vous faites les logos si petits, les gens pourraient ne pas très bien s'en sortir. Absolument. Et prendraient beaucoup de temps dans l'isoloir pour pouvoir donc se retrouver. Et pour les analphabètes, qui sont quand même, quoi qu'on dise, assez nombreux dans le pays, ça deviendrait quasiment mission presque impossible. Donc on pourrait, si on y prend garde, se retrouver avec... regardez à gauche ou à droite, là où il y a la daba, où vous avez... Et comme souvent, il y a beaucoup de logos qui ont des dabas, donc ça devient un peu complexe pour les gens aussi. Donc c'est l'une des grosses difficultés, et c'est à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Dans le cas de Diogo et dans l'Oué, particulièrement, on va faire un journal. Ça, c'est sûr, en termes de bulletin unique. Il y a d'autres pays. La petite circonscription, c'est-à-dire là où il n'y a pas beaucoup de partis politiques, c'est 24 partis politiques, et c'est au Yaga, et dans les provinces, assez difficile aujourd'hui. Ouais. Voilà. Alors, vous avez dit tout à l'heure, les bulletins ne sont pas disponibles. Quand est-ce que les partis pourront entrer en possession de ces bulletins-là? Pour les législatives, nous espérons, en intégrant évidemment toutes les données, en espérant évidemment qu'il n'y a pas d'autres encore qui vont nous revenir sur la tête, en espérant cela, nous pensons que d'ici la fin de la première semaine de la campagne, les bulletins pourraient être disponibilisés pour les législatives. Parce que pour la présidentielle, c'est géré. Absolument. Et les candidats sont passés chercher les bulletins uniques pour battre la campagne. D'accord. Alors, Monsieur le Président, quand on parle de campagne, on parle aussi de mobilisation. On voit la CENI, on voit aussi les partis. Quels sont les rôles de chaque parti dans cette mobilisation-là? Au niveau de la campagne, c'est plutôt les partis et les candidats qui ont le premier rôle. Parce que c'est eux qui doivent attirer vers eux les populations et les citoyens pour évidemment pouvoir délivrer un message et pouvoir aussi se faire entendre. Bon, évidemment, nous, comme vous l'avez entendu dans l'allocution que nous avons donnée tantôt, nous pensons aussi que les citoyens devraient pouvoir aller s'organiser davantage plus pour pouvoir questionner les candidats, pour pouvoir se faire une idée des offres qui sont en présence. Donc, il y a les deux éléments. La CENI donc exhorte les citoyens à écouter les candidats, à les interroger, évidemment donc avoir une réaction active, une relation active avec les candidats et les partis politiques pendant cette période très cruciale. Il reste maintenant le taux de participation le jour des élections. Ça, c'est une autre paire de manches qui dépend en grande partie de la qualité de la campagne. Il faut donc donner de l'appétit aux électeurs pour qu'ils viennent voter. Et donc, à mon avis, de la qualité de la campagne dépendra le taux de participation au scrutin à venir. Parce que là, vous avez donné le chiffre, on est à plus de 6 millions. Mais on sait aussi qu'aucun président de façon n'a été élu avec plus de 2 millions de voix. Donc, ça devient un enjeu pour cette élection-là. C'est extrêmement important. On pense qu'il y a un engouement parce que lorsque l'on regarde par exemple le processus de révision du fichier électoral, nous étions à plus de 2 300 000 personnes qui sont venues se faire enrôler d'elles-mêmes. Et donc, si on regarde ce fait déjà, qui est inédit parce que jusqu'à présent, depuis 2012 que nous sommes en fichier biométrique, en dehors de 2012, où c'était donc la constitution du fichier, excusez-moi, en première année, les autres révisions ne nous ont jamais permis d'avoir autant d'enrôlés.
Donc on peut déjà penser qu'il y a un certain engouement. Donc il faut espérer que cette année, en raison de toutes les situations que vive le pays, parce que c'est ça aussi la chose, c'est-à-dire qu'au lieu que les situations découragent les citoyens, nous avons eu l'impression qu'elles les poussent davantage à revendiquer et à vouloir exprimer leur citoyenneté. C'est le cas par exemple quand nous sommes allés enrôler à Djibo et à Arbinda, mais nos équipes étaient le soir obligées de rentrer et de laisser les gens devant les postes d'enrôlement parce qu'il y avait les couvre-feux et puis il y avait des difficultés, même pour les populations elles-mêmes, parce qu'à une certaine heure, il faut qu'elles rentrent. Sinon, si elles ne rentrent pas, elles pourraient évidemment avoir des problèmes. Parlons-en, voilà. Monsieur le Président, parce que une chose, effectivement, c'est d'avoir des gens enrôlés, mais l'autre, c'est de pouvoir faire campagne dans ces endroits, à travers d'ailleurs le territoire. En période électorale, justement, la CENI s'occupe aussi de la sécurité de tout le processus. Aujourd'hui, la question qu'on se... beaucoup de Burkinabés dans plusieurs parties du pays se posent, c'est est-ce qu'elles peuvent assister tranquillement au meeting et est-ce qu'elles peuvent aussi voter tranquillement le jour du scrutin? Bon, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de dispositions. Il y a une commission sécurité, un comité de sécurisation de la campagne et des élections qui est mis en place par décret et qui est donc sous la responsabilité du président de la CENI, qui a déjà fait un travail, qui a rencontré il y a quelques jours les candidats et les partis politiques pour leur expliquer comment est-ce que le processus de sécurisation de la campagne va se faire. Il y a un certain nombre de dispositions au niveau national pour les candidats, surtout à la présidentielle, et puis des bulles de sécurité au niveau des provinces, parce que vous savez que pour la députation, la circonscription, c'est la province. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs ainsi qui sont disséminés un peu partout dans le territoire, qui devraient permettre, évidemment, que les candidats puissent vaquer à leurs occupations. Mais, évidemment, il faut être extrêmement prudent et il faut aussi écouter les conseils des forces de défense et de sécurité à l'occasion de cette campagne et des meetings qui vont se tenir, parce que c'est pour cela qu'il y a un certain dispositif qui permet d'interagir à tout moment avec les forces de défense et de sécurité. Ne pas prendre de risques quand les forces de sécurité, par exemple, vous disent qu'il ne faut pas aller à tel ou tel endroit. Bien sûr, c'est-à-dire que rien ne sert parfois de tenter le diable quand ce n'est pas nécessaire. Je pense que ce que nous souhaitons, et c'est vraiment notre souhait le plus ardent, c'est que comme cela l'a été pour l'enrôlement, que pour la campagne, aucune vie humaine ne se perde et que rien n'arrive ni à un candidat, ni aux forces de défense et de sécurité, ni aux observateurs et ni aux citoyens qui vont se mobiliser et se déplacer pour venir écouter les candidats. Ça sera la dernière question. Cette année, les Burkinabés de la diaspora vont voter. De façon globale, quel dispositif avez-vous mis en place pour pouvoir surveiller tout cela aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays? Bon, notre préoccupation au niveau de l'étranger aujourd'hui, c'est la flambée de la Covid-19 qui fait par exemple que pour un certain nombre de pays déjà qui sont en train de se reconfiner, ça pourrait être extrêmement difficile. On ne peut pas penser de battre la campagne dans un pays où il y a confinement. On est en train de voir du reste comment on pourrait organiser une élection dans ce contexte-là pour nos compatriotes à l'étranger. Mais nous y pensons. Nous avons déjà, partout où c'est possible, essayé de former les membres des bureaux de vote de la diaspora. Ils sont déjà formés. Et les dispositifs sont en train d'être mis en place pour que le scrutin puisse se tenir conformément à ce que nous avons décidé dans la plupart de nos consulats et de nos ambassades qui sont éligibles. Parce que vous savez, il fallait franchir un seuil qui était donc d'avoir 500 immatriculés dans l'ambassade ou au consulat. Donc toutes les ambassades et tous les consulats qui remplissent ces conditions
ont vu la CENI venir enrôler. Maintenant, on touche du bois par rapport aux situations extrêmement difficiles du Covid, en espérant que d'ici là, on puisse permettre vraiment à nos compatriotes de pouvoir participer pour la première fois à l'élection du président du Faso. Merci à vous, Monsieur le Président, d'être venu, parce que par ce temps qui court, 15 minutes c'est précieux pour vous. Donc nous allons vous remercier et vous dire merci donc d'être passé nous voir. Nous allons continuer à dérouler notre soirée préélectorale. Vous pouvez vous retirer, Monsieur le Président. Pendant que Daniel Dayen vient donc nous rejoindre en plateau. Daniel Dayen. Oui, et que vous serez sur le même terrain. Voilà, merci bien, Monsieur le Président. Alors, Daniel Dayen, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes de la CODEL. La CODEL, c'est la convention, c'est ça? Je recherche encore mes notes. De la société civile pour l'observation domestique des élections. Et vous êtes là ce soir pour nous parler de l'observation. Qu'est-ce que vous appelez justement observation domestique? Merci Simomungo pour l'occasion que vous nous donnez en cette nuit préélectorale très importante pour notre pays. Un moment très fort de concentration et de conscientisation des populations pour que nous ayons des élections transparentes, équitables et apaisées. Sur votre question, l'observation domestique, c'est observation maison. Tout simplement en français facile. Et qu'est-ce que vous prenez en compte justement? Mais il s'agit pour celui qui est à Kankalaba ou qui est à Péré d'observer sur place les élections. Il est mieux placé. Celui qui est à Pissi, celui qui est à Bolmakoté, il est mieux placé pour connaître ses co-concitoyens et voir qui vote, qui prépare quoi que ce soit. Je crois que l'observation domestique, ce n'est pas une trouvaille, mais c'est ça le rôle citoyen, du moins la fonction citoyenne des OSC, à savoir un peu veiller à ce que tout se passe bien. Nous ne cherchons pas des observateurs d'ailleurs, même à l'étranger, nous allons envoyer des observateurs, toujours domestiques. Ça veut dire que si vous allez à Gagnoa, si vous allez à Koumassi ou vous allez à Porto Novo, et qu'il y a élection, vous aurez des observateurs burkinabés. Où il y aura un bureau de vote, vous aurez un représentant. Vivant dans la localité, il ne viendra pas du Burkina ni d'ailleurs pour observer. C'est ça l'observateur domestique. Et justement, quel est votre dispositif pour pouvoir faire le maillage de territoire? Nous n'avons pas assez de moyens, mais nous avons un maillage un peu bien calculé au plan scientifique pour les dernières élections et que nous allons transposer pour ces élections précises. Qui consiste en quoi? À 3800 observateurs installés dans la quasi-totalité des communes et qui doivent avoir également leur téléphone portable à main. Des informations doivent être livrées toutes les 2 heures du temps pour un peu suppléer aux insuffisances de l'organisation en termes de manquement ou d'erreur quelque part. Nous n'attendons pas la fin pour dire que quelque chose s'est passé et nous condamnons. Nous anticipons, nous gérons les situations. Ensuite, nous avons... Pour quel impact? Oui, c'est important parce que, en fait, quel est l'objectif aujourd'hui de la société civile? La société civile n'est pas opposée à ceux qui gouvernent, à ceux qui exécutent. La CENI, c'est la CENI que nous observons. Il faut le dire clairement. La CENI est l'organe attitré, indépendant, chargé d'organiser les élections. À côté de la CENI, vous avez les services de sécurité, vous avez les services de l'administration territoriale et autres. Et la société civile qui regroupe les citoyens avisés va veiller à ce que tout se passe bien. Et quand vous dites tout se passe bien, quand vous êtes par exemple dans un bureau de vote, sur quoi vous mettez l'accent? Dans un bureau, nous ne sommes pas seulement dans un bureau de vote. Nous allons parcourir, nos éléments vont parcourir tous les bureaux de vote. Mais nous mettons l'accent d'abord sur la sincérité des éléments qui votent. Est-ce que les gens votent selon ce qui est prévu par la loi? La carte d'électeur. Également, est-ce que les gens savent voter? Est-ce qu'ils n'ont pas été influencés? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs dans la cour ou même dans le bureau de vote qui commandent la vote, et plutôt qui commandent l'esprit du vote, c'est-à-dire qui dirigent les gens à ce qu'ils aillent voter comme ils souhaiteraient. Vous voyez, c'est très important de dire que même les membres des bureaux de vote, c'est les Burkinabés. Ils ont une couleur, ils ne sont pas neutres. La non-présence d'observateurs libres, indépendants et neutres, ça peut jouer beaucoup. Donc notre présence, pas que ça influence pour que les gens votent dans notre côté, mais votent de manière libre.
Donc je crois que là-dessus, nous ne sommes pas seuls. Nous avons 3000 observateurs, 800 observateurs, nous avons d'autres structures de la société civile, hein, parce que il y a le WANEP, il y a d'autres organisations, etc. Alors, oui, mais donnez-nous, parce que je le disais tantôt, cette émission se veut pédagogique. Oui. Comment concrètement vous êtes organisé? Concrètement, nous allons installer 3800 observateurs sur 3800 postes. Pas sur les 351 communes, ça c'est sûr, mais sur 3800 postes. Mais ils sont mobiles. Ils sont mobiles en ce sens qu'ils vont couvrir la quasi-totalité des bureaux de vote. Parce qu'ils vont tourner et ils vont nous renseigner sur les informations. Leur présence va rassurer les communautés par rapport à leur vote. Ils ne sont pas influencés, ce n'est pas un vote forcé. Ils vont observer tous les actes qui seront posés. En termes de transparence, en termes de doublon, pas doublon de vote, il y a des faits qui sont condamnés et punis par la loi, qui sont interdits en période électorale, le convoyage, le guidage, etc. Je pense que en quoi est-ce que ça peut avoir, ça peut être peut-être votre présence, que le vote soit transparent, équitable et apaisé. C'est très important. Et, ne voyez pas seulement les jours J. Nos observateurs commencent leur travail. On déjà commencé leur travail depuis l'enrôlement. Sur cette période de campagne, et même par exemple. Actuellement, il y a 200 observateurs spécifiques ou du spéciaux qui gèrent un peu les fake news, qui vont gérer les situations conflictuelles, et qui vont anticiper, nous informer pour que nous informions qui des droits sur quelques facteurs ou quelques gestes en train de se dérouler à tel endroit que s'ils ne sont pas résolus à temps, pourraient engendrer d'autres conflits. Attention, nous ne cherchons pas seulement les jours J à être là présents avec des gilets. De toute façon, lorsqu'un gilet arrive, tout le monde arrête de faire ce qu'il faisait avant. Absolument. Mais le domestique, c'est que la veille, la nuit, le lendemain, y compris le surlendemain du vote, peut encore avoir des informations qui peuvent aider à dire si cette élection a été transparente, équitable et juste. Mais n'oublions pas une chose, nous mettons un élément en avant, c'est un vote apaisé. Un vote où chacun va voter comme un jour de fête. Ensuite, il va qu'à ses occupations. Il n'y a pas de risque pour quelqu'un de voter. Et dire également qu'un vote est responsable, un vote avisé. Ce n'est plus un vote, je ne sais pas si on appelle un peu, certains disent que non, c'est du bétail électoral. Non, 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 c'est fini. Aujourd'hui, je crois que le président Assini vient de nous dire, sur les 2600 et autres inscrits, vous avez un pourcentage très élevé des jeunes qui avaient 13, 14, 15, 16, 17 ans et qui aujourd'hui ont 18 ans pour pouvoir voter. Les choses sont un peu comme avant. Ces jeunes sont avisés, ils ont été formés. Il y a pas mal d'ONG et d'OSC qui sont en train de former ces jeunes à la lecture des programmes des candidats, au choix des candidats et non plus à la question de famille, de religion ou de région. Vous avez fait cette observation depuis, vous l'avez dit, la période d'enrôlement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu noter? Oui, nous avons noté d'abord, il y a un engouement des populations pour la question du vote. Ça, c'est très important. Regardez un peu ce qui s'est passé dans l'enrôlement. C'est dommage, on aurait pu avoir plus encore, mais ce n'est pas un problème. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'en 2015, non, puisqu'en 2010 et 2015, je peux séparer les zones, les gens savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ont à faire. Les gens savent aujourd'hui que, si nous prenons l'élection présidentielle, mais le président est choisi par vous tous. C'est 1 plus 1 qui font 2. Ça, les gens le savent aujourd'hui. Les histoires de 2000 francs, de remplir les cartes, regardez un peu. Vous allez voir pendant la campagne. Ça ne va pas marcher. Vous pensez vraiment que c'est révolu? Non, ce n'est pas révolu. Mais ça ne va pas marcher. Parce que nous disons aux jeunes que celui qui vous donne 2000 francs pour que vous puissiez voter pour lui, c'est que vous coûtez 2000 francs pour 5 années. 1, c'est une injure. Et 2, vous prenez les 2000 quand même, mais vous jugez que cette personne s'est foutue de vous. C'est fini maintenant. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont des programmes qui vont tenir sur notre pays. Ce sont des programmes, regardez, en 2015, excusez-moi de revenir, tout le monde se croyait président, personne ne savait qu'il viendrait dernier ou avant-dernier. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la même situation. Tout le monde croit qu'il sera président. Et ça, c'est intéressant pour la démocratie. On va avancer. Pour cette campagne qui commence, qu'est-ce que vous redoutez en tant qu'observateur?
Non, ce que nous retraitons, nous invitons les services étatiques, les forces de sécurité à redoubler pour la question de sécurité, pour assurer les électeurs, quels que soient les lieux, parce que les 90% ou les 90% du territoire où on peut voter, il y a encore quelques remous quand même. Il faut rassurer les uns et les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le patriotisme qui doit vraiment marcher pour nos Burkinabés, pour nous-mêmes qui sommes dans le pays. Le voter, c'est un acte citoyen. La deuxième chose qu'on peut redouter un peu, c'est que peut-être le déséquilibre né de 2015 risque de se poursuivre. Mais non, de 2015, il y avait pas mal de candidats qui avaient été décalés pour des raisons que vous savez. Et aujourd'hui, ils sont en ligne, etc. Le langage ne sera pas le même auprès des citoyens et nous doutons un peu que les citoyens soient perdus un peu sur leur vote. Et là aussi, ce n'est pas notre rôle. Hein. Nous sommes impartiaux, mais nous ne sommes pas neutres. Nous ne rentrons pas dans le jeu politique. C'est à eux de s'expliquer. Donc, je pense que c'est ce qui peut être constitué un peu le flou. Et le président, également, il y a aussi, pas les présidentielles, où il y a 13 seulement. Mais si vous prenez les législatives où franchement, là, j'ai bien peur que beaucoup de partis politiques qui sont en train de rechercher puissent obtenir leur voix. Parce qu'un citoyen lambda qui est très loin, qui n'a pas été à l'école, ne sait pas ce que c'est que fouiller un livre pour trouver un visage. Vraiment, je suis désolé. On a entendu des partis ou des chefs de parti dire qu'il y a des fraudes par-ci par-là. Est-ce que vous avez pu observer cela? Non, je ne vais pas vous mentir. Les fraudes, mais écoutez, ceux qui ont vu, je ne voudrais pas douter de leurs paroles, mais ceux qui ont vu les fraudes savent où on parle de ce que vous avez observé, non, vous, donc vous parlez de ce que vous... qu'on pourrait considérer de notre côté comme étant des fraudes. Et nous avons connu des situations lors de l'enrôlement qui ont été réglées par les institutions attitrées. Vous vous rappelez un peu des convoyages, etc. Non, la loi a été appliquée. Pendant les élections, nous rassurons tout un chacun que nos observateurs transmettront en temps réel l'information qui viendra de là où il aurait observé ou qui leur aurait donné cette information. Je voudrais rassurer tous les électeurs et également tous les candidats que la société civile, et surtout la CODEL que je connais très bien, elle va jouer sa partition très honnêtement. Faites confiance à la société civile qui joue un peu, je ne dirais pas la soupape, mais l'interface. Tenez-nous informés en temps réel des cas que vous aurez constatés et vous verrez que dans les moins de 2 heures de temps, si ce n'est pas résolu, vous nous entendrez parler. Écoutez, nous ne sommes pas des gendarmes des élections, nous sommes des citoyens, l'œil, l'oreille, tout ce qu'il y a comme sens pour un citoyen. Nous ne pouvons pas tout voir. Mais si quelqu'un est au courant de quelque chose, parce qu'il soit qu'il a l'habitude ou il sait que ça se passe ainsi, mais qu'il nous informe. Nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas chargés de régler les problèmes. Nous transmettons à la CENI, au Conseil supérieur de la communication, à des services de sécurité et pourquoi pas aussi au Conseil constitutionnel, ce que nous aurions constaté. Voilà un peu à peu près notre rôle de société civile. Est-ce que vous allez collecter les résultats aussi cette année? Ça sera la dernière question. C'est très coûteux, nous n'avons pas eu assez de moyens pour pouvoir collecter les résultats. Mais nous aurons, à partir de nos observateurs, par des photographies, les résultats de la quasi-totalité des bulletins qui vont nous parvenir et nous ferons la compilation au fur et à mesure que la CENI le fait. Mais nous n'avons pas le droit de proclamer, ni d'annoncer quoi que ce soit. Vous l'interdit. Mais nous pourrons être des témoins au cas où quelqu'un voudrait avoir quelques éléments de preuve sur ce qui s'est passé. Merci à vous, Daniel Dayen, d'être passé nous voir. Vous êtes de la CODEL et vous êtes venu nous parler de l'expérience que vous apportez dans l'organisation de ces élections. On va vous dire merci. Merci beaucoup. Et vous raccompagner et appeler là 2 autres invités qui seront avec nous tout à l'heure. Le docteur Abdul Karim Saïdou qui va nous rejoindre et puis Brahima Ouedraogo qui arrive également. Docteur, installez-vous sur ma gauche. Brahima Ouedraogo à droite. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pendant que Brahima Ouedraogo s'installe confortablement, je précise que Dr Abdul Karim Saïdou, vous êtes enseignant à l'université Thomas Sankara, mais ici vous êtes là en tant qu'analyste politique. Brahima Ouedraogo est le directeur de publication du bimensuel Le Reporter. Ce soir, nous vous prenons comme éditorialiste, mais aussi vous êtes président de la Société des éditeurs de presse. Merci d'être venu. Alors messieurs, vous aurez pratiquement le même rôle, même si vous
vous allez beaucoup plus avoir l'œil du journaliste. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que, en tant qu'analyste, vous pensez que tout est fin prêt, tout est OK pour aller donc à ces élections? Docteur Abdul Karim Seydou. Bien, je pense que si on observe le processus d'organisation, en tout cas le planning qui a été fait par la commission électorale, on peut dire que tout est fin prêt. Mais là, cela n'exclut pas qu'il y ait quelques difficultés techniques dans la mise en œuvre de ce planning. Par exemple, la question sécuritaire. Je pense que c'est à cette variable-là qu'on pense automatiquement. Mais on peut avoir aussi quelques difficultés au niveau de l'acheminement du matériel électoral. Je pense que de par le passé, les élections antérieures, il y a eu quelques soucis mineurs du point de vue technique au niveau de l'organisation. Mais quand on observe en tout cas le dispositif qui est mis en place, la CENI est en train de dérouler son programme normalement, on peut dire que tout est fin prêt. Mais comme je l'ai dit, cela n'exclut pas qu'il y ait quelques difficultés. Je pense que la difficulté majeure, peut-être qu'on peut redouter justement, c'est une intensification de l'insécurité dans certaines zones, voilà, qui peut affecter la qualité du processus. Vraiment, oui, je crois qu'il touche un point qui est essentiel effectivement dans le cadre de ces élections de 2020. Parce que le premier enjeu justement de ces élections, c'est de pouvoir les tenir et sortir et qu'on en sorte indemne. Quand je dis qu'on en sorte indemne, c'est que le Burkina sorte de ces élections de façon, en tout cas sans qu'il y ait trop de casse du point de vue, sur le plan sécuritaire surtout. Avec zéro victime, comme le dirait le président de la CENI. Parce que la question qu'on redoute le plus aujourd'hui, c'est moins effectivement tout ce qui touche les élections antérieures, notamment les suspicions de fraude et tout ça, bien que ce n'est pas exclu. Mais aujourd'hui, la question qu'on redoute le plus, c'est que tout se passe partout où il y aura des élections dans le calme et dans la paix. Et ensuite, maintenant, tout le reste viendra, de pouvoir s'assurer effectivement que de l'intégrité du scrutin, de la fiabilité des résultats et aussi de la capacité des acteurs à aller au-delà effectivement des intérêts partisans pour faire en sorte qu'au soir du 22 novembre, ce soit le Burkina Faso qui gagne. Et ça inquiète les journalistes que vous êtes particulièrement? Oui, ça nous inquiète particulièrement parce que dans ce contexte, le journaliste est appelé effectivement à être partout où il y aura effectivement des activités électorales pour pouvoir donner l'information aux citoyens. Et naturellement, dans cette situation, il est aussi effectivement exposé aux menaces qui pèsent sur le processus de façon globale et qui pèsent sur les acteurs politiques et les agents de forces de défense et de sécurité aussi dans cette situation. Donc du coup, le journaliste se retrouve effectivement sur des théâtres d'opération qui pourraient être très dangereux pour lui. Alors, de façon globale, parlons des forces en présence. On a vu certains qui ont poussé la comparaison jusqu'en 1978, où on a estimé que les élections à venir, notamment présidentielles, présentent quelques similitudes avec 78 où un président sortant, le président Lamizana notamment, a été en ballottage avec son challenger. Oui, je pense que c'est une forte probabilité qui peut s'expliquer par la dynamique de recomposition du système partisan qu'on observe. Parce que sous le régime de Blaise Compaoré, on avait un système marqué par la présence d'un parti dominant. Et avec la victoire du MPP en 2015 au premier tour, qu'on appelait le coup KO, on a semblait observer une sorte, je dirais, de reproduction de ce système. Mais quand on observe aujourd'hui la dynamique en cours, notamment l'émergence de plusieurs partis politiques, le bilan aussi, je dirais, quelque peu difficile du président sortant, on peut de façon observer cette probabilité-là qu'il y aura un second tour. Ça va être des élections disputées de mon point de vue. Vraiment, est-ce que l'émergence de nouveaux candidats, on va dire, n'est pas peut-être favorable au pouvoir en place? Il y a déjà que l'enjeu pour tous les acteurs qui s'engagent dans ce processus-là, c'est déjà de pouvoir réaliser les scores de 2015, que ce soit pour le pouvoir que pour l'opposition. Moi, je crois que tous les partis qui sont engagés aujourd'hui, sauf les nouveaux,
réaliser déjà, le premier défi qui se pose à eux serait de pouvoir réaliser les propres scores de 2015. Ça veut dire d'abord à commencer que le président du Faso, qui est candidat à sa succession, va devoir effectivement batailler dur pour pouvoir obtenir 53% au premier tour. Il en est de même pour Zéphirin Diabré qui est arrivé deuxième avec 29%. L'enjeu pour lui aujourd'hui, ce n'est pas de battre le président, c'est d'abord de pouvoir réaliser les 29% qu'il a eu en 2015. Idem pour, parce que quand on regarde aujourd'hui la configuration avec l'arrivée du CDP, d'où du moins le retour du CDP dans la campagne présidentielle, avec toutes ses forces et aussi plusieurs candidats, parce qu'on peut dire que le CDP a sécurité au moins 2 candidats, notamment Kadri Désiré Ouédraogo et Idi Komboïgo. Donc, mais même là aussi ça pose un problème effectivement pour le CDP, parce qu'il serait arrivé uni autour d'un candidat qu'on aurait espéré effectivement une force qui vient. Maintenant, est-ce que le CDP va pouvoir, son retour va handicaper l'opposition, ou les opposants qui étaient déjà là, ou bien ça va handicaper le pouvoir en place? Là, c'est là où toute la réflexion, parce que s'il n'arrive pas effectivement à grignoter l'électorat du pouvoir en place, et que c'est dans les camps de l'opposition qu'il va grignoter, il va de soi effectivement que le second tour que beaucoup de Burkinabés rêvent risque de ne pas arriver. Parce que quand on regarde effectivement les forces en présence, déjà on se pose des questions si oui ou non effectivement. En même temps on se pose des questions si le candidat sortant, le président sortant peut réaliser le coup KO. La même manière on se pose des questions, est-ce qu'il y a les forces qui sont derrière, sont capables effectivement de faire en sorte que leur score lui empêche d'obtenir les 50,01% qui lui ferait gagner les élections dans le premier tour. Et quand on regarde peut-être les sondages qui sont sortis, il y a un dernier sondage qui a été fait par l'Institut Apidon, voilà, l'Institut de l'IRSOA, qui montre effectivement qu'en septembre, il était à 42%, le président, je parle du président sortant, contre 10 fois pour 10,87 je crois pour le CDP et 10,47 pour l'IPC. En octobre, il monte à 44%, et pendant ce temps, le CDP émerge avec 12%, et Zéphirin descend à 10,01. Donc ça veut dire effectivement que si l'opposition grignote toujours dans les rangs de l'opposition, et que le parti au pouvoir continue de monter, il va de soi, on risque d'arriver au soir du 29 novembre, ou du 22 novembre, où effectivement les sortants pourraient avoir au moins les 50,01%. On va avancer, on n'a pas assez de temps. On dira aussi que les sondages valent ce qu'ils valent. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sondage, l'institut qui a fait le sondage, en 2015, ils ont fait le sondage en plusieurs étapes. Et leur dernier sondage, effectivement, donnait 53%, et il a eu 53%. Ouais. Donc, il y a un minimum de fiabilité par rapport à leur sondage. Voilà. Peut-être une variable qu'on doit avoir également à l'esprit, c'est en fait les nouveaux électeurs. Il y a de nouveaux électeurs parce qu'en 2015 et 2020, vous avez des nouveaux électeurs qui sont inscrits, qui sont enrôlés, qui sont sur la liste électorale, qui n'ont jamais voté. Et d'ailleurs, justement, ce sondage-là a montré qu'on a une forte proportion d'indécis, plus de 27%. Voilà, c'est la même chose avec la diaspora. La diaspora n'a jamais voté, donc on ne sait pas comment ils se comportent sur le plan électoral. Et ce qui explique d'ailleurs les appréhensions qu'on a eues sur le vote de la diaspora. Donc il y a beaucoup d'incertitudes qui peuvent expliquer, je dirais... C'est quand même un réservoir important. Voilà, c'est un réservoir important. C'est les indécis, en fait. Vous avez beaucoup de gens, on le voit même dans les médias, des gens qui disent qu'ils se sont enrôlés pour obtenir la carte d'électeur parce qu'ils pensent qu'il faut la carte d'électeur pour avoir un emploi, etc. Donc il y a beaucoup qui sont sur la liste qui ne sont pas sûrs de voter. Et même ceux qui veulent voter, il y en a qui ne savent pas pour le moment pour quel candidat ils vont voter. Donc les 3 semaines de campagne vont être vraiment, je dirais, des semaines déterminantes, voilà, pour voir dans quelle mesure chaque candidat pourra convaincre les électeurs. Alors, évoluons un peu sur le plan de discours. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un contexte sécuritaire assez difficile qui a évolué à un moment donné à une crise communautaire. Aujourd'hui, est-ce que justement les discours à construire ne sont pas déterminants pour sortir indemne effectivement de cette élection brève? Oui, le discours est très important effectivement parce que il va falloir effectivement qu'au niveau des acteurs politiques, on se retrouve dans une situation où effectivement on évite le discours qui crée les divisions ou qui stigmatisent, qui provoquent effectivement
des méfiances des uns envers les autres. Il va falloir effectivement que les candidats mettent beaucoup plus l'accent dans la défense de leur projet de société, en faisant en sorte effectivement qu'on sente derrière le discours que c'est un homme d'État qui a un souci effectivement de préserver la paix et la stabilité au Burkina Faso, parce que ce qu'il faut dire, quand on aspire à gouverner un pays, on doit faire en sorte effectivement que dans le discours, on sente effectivement qu'on n'aspire pas à gouverner des ruines, mais qu'on aspire à gouverner un pays qui reste debout et qui veut avancer. C'est là où on attend beaucoup des acteurs politiques. Il est vrai que certains acteurs, quand ils se lancent, bon, il y a certaines personnes, quand ils voient la foule, peut-être parfois ça pousse à faire un certain nombre de discours. L'adrénaline monte et on peut se laisser embarquer dans un certain discours qui ne sont pas effectivement de nature à préserver la paix et la stabilité. Mais on espère effectivement que au cours de cette campagne, on va avoir effectivement des acteurs politiques qui ont tout le sens de la responsabilité qui revêtent effectivement qui est la situation actuelle. On pense aussi qu'à côté des acteurs politiques, tous les autres acteurs assumeront leurs responsabilités avec tout le poids que cela engage dans le contexte actuel aujourd'hui. Parce que au-delà effectivement de l'enjeu de pouvoir qui se joue, il y a l'enjeu de faire en sorte que ces élections-là servent effectivement à maintenir le Burkina Faso debout et à faire en sorte qu'on se donne les moyens de continuer à faire en sorte que, en tout cas, de continuer à construire ce pays-là, parce que si on dénonce les insuffisances, les limites et autres, c'est parce que nous avons effectivement tous un certain souci par rapport à ce qui devrait être le Burkina Faso de nos rêves, de nos aspirations. Abdou Karim Seydou. Pour ma part, quand j'observe déjà les programmes qui sont déjà diffusés par certains candidats, notamment à l'élection présidentielle, on voit que la question de la cohésion sociale, l'unité nationale et même la réconciliation sont des thèmes clés. Voilà. Chaque candidat en fait en tout cas une priorité. Et même ceux qui ne parlaient pas de réconciliation, c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de consensus sur le contenu qu'on donne à la réconciliation. Mais on observe que quand même c'est un thème qui apparaît dans les programmes qui sont en tout cas de l'espace public actuellement. Et de ce point de vue, à mon avis, en tout cas pour ce qui concerne la présidentielle, il est très fort probable qu'on ait des discours justement qui mettent l'accent sur la cohésion sociale. Parce que comme Gourama l'a dit, je pense que les acteurs sont quand même conscients du fait que ceux qui aspirent à gouverner le Burkina Faso doivent montrer un discours assez responsable, assez rassembleur. Et de ce point de vue-là, il me semble que les acteurs vont mettre l'accent sur la résilience nationale, sur la cohésion nationale, parce que c'est ça aussi le prix à payer pour pouvoir engranger des suffrages et voilà, être élus pour ceux qui sont justement dans la compétition. Alors, vous le dites si bien. Et quels doivent être aujourd'hui les centres d'intérêt de ces élections, Dr Abdou Karim Seydou? Les centres d'intérêt, je pense qu'il y a des thématiques qui sont traditionnelles et classiques, telles que la question de l'accès à l'eau potable. Quand vous prenez les enquêtes, par exemple dans le cas du réseau Afro-Baromètre, les priorités des Burkinabés, même certaines études récentes l'ont montré, vous avez des questions telles que l'insécurité alimentaire, telles que l'éducation, telles que l'accès au logement, l'accès à l'eau potable, donc des questions traditionnelles. Et vous avez d'autres thématiques telles que la réconciliation nationale, la sécurité, qui sont des problématiques relativement nouvelles, sur lesquelles tous les acteurs auront des engagements. Et je pense que la compétition électorale sera l'occasion de confronter l'ensemble des offres des différents candidats pour voir véritablement quels sont les candidats qui semblent répondre aux attentes des populations. Sinon, les attentes des populations, elles sont connues. Il y a plusieurs études qui ont été menées sur ces questions traditionnelles-là. Maintenant, la question reste de savoir quelles sont les machines politiques, les partis politiques qui vont offrir le personnel politique qui va convaincre les populations que ces partis-là sont véritablement les mieux placés pour porter ces thématiques auxquelles les populations sont très attachées. Vraiment, bravo. Sur les centres d'intérêt, quelles doivent être les priorités aujourd'hui Je crois aujourd'hui, il a dit, je crois que pour tout le monde, quand on regarde d'ailleurs le sondage dont on parlait tantôt l'a révélé, la priorité numéro 1, c'est la restauration de la paix et de la stabilité au Burkina Faso.
Ensuite viennent toutes les questions liées aux services sociaux de base, notamment la santé. L'accès aux soins de santé, effectivement, reste une grosse préoccupation pour les Burkinabés. La question de l'éducation, on est en train de tous, beaucoup d'acteurs, effectivement, et il a dit, presque tous les candidats, quand vous regardez les programmes, effectivement, la question de l'éducation revient comme une préoccupation de tous. La question de la santé, c'est une préoccupation pour tous les candidats. Donc, du coup, effectivement, si les questions thématiques, il y a comme une sorte de, comment on appelle ça, comme si on se retrouve autour de ce qui est réellement, ce qui constitue aujourd'hui les préoccupations des Burkinabés. Maintenant, l'offre ne consiste pas effectivement à énumérer les besoins, l'offre consistera à dire en quoi pratiquement les acteurs politiques, les candidats effectivement, peuvent effectivement améliorer la situation par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est ça la question de fond. Pensez-vous que justement ces centres d'intérêt peuvent être déterminants ou à tout le moins est-ce que les Burkinabés et les nouveaux acteurs dont vous avez parlé tout à l'heure, les nouveaux électeurs, voteront plus les programmes que le traditionnel vote déterminé peut-être par un biais quelconque ou peut-être influencé d'une manière ou d'une autre? Je pense que ces élections vont être l'occasion justement de voir si, dans le contexte burkinabé, s'il y aura un changement au niveau de la sociologie électorale. Parce qu'on a toujours décrit de par le passé l'électeur burkinabé de façon générale comme un électeur de type clientéliste, communautaire, voire identitaire. La question reste de savoir est-ce qu'on va assister à l'émergence d'un électeur stratège beaucoup plus axé sur les questions programmatiques. Je pense que c'est une des attentes, en tout cas au niveau des résultats. Mais à mon avis, l'électorat n'est jamais, je dirais, homogène. Il y a une certaine hétérogénéité. Toute la question reste de savoir est-ce que, je dirais, la proportion des électeurs qui est favorable, beaucoup plus axée sur les programmes, va dépasser en tout cas la proportion des électeurs qui sont beaucoup plus focalisés sur les questions clientélistes, sur la redistribution. Voilà, toute la question est là. Parce qu'avec les nouveaux électeurs qui sont relativement jeunes, qui sont inscrits, et avec également l'enjeu sécuritaire, la question va rester de savoir est-ce que la sécurité va être un enjeu central. Voilà, autour de ces élections. La question de la réconciliation nationale, la question de la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on va avoir une élection à enjeu? Voilà. Donc je crois que ce sont les résultats des élections qui vont permettre de faire ces analyses-là. Mais pour l'instant, quand on prend les données de la sociologie électorale au Burkina de façon générale, on a cette forte tendance justement aux campagnes programmatiques clientélistes. Les acteurs politiques mettent l'accent sur les stratégies clientélistes parce qu'ils se disent que la population n'est pas très réceptive, par exemple, au discours programmatique. Mais j'observe que pour la présidentielle, si vous regardez presque tous les candidats, les 13 candidats, j'ai déjà mis, en tout cas sur la place publique, leur programme. Et quand je regarde les programmes, la taille des documents, les propositions, voilà, cela semble indiquer qu'il y a un certain regard d'intérêt des acteurs pour les questions programmatiques. Donc la campagne va être vraiment l'occasion de faire ce constat-là. Sur est-ce que la campagne va être un moment de confrontation des offres politiques ou bien la campagne va véritablement se focaliser sur la redistribution, voilà, qui du reste quand même la corruption électorale est interdite. Donc toute la question ici est de savoir est-ce que vous pensez vraiment? Oui, la corruption électorale, je veux dire, dans le code électoral. Dans les faits, voilà, je veux dire, dans les faits, ça reste à savoir parce que on a vu pour les dernières présidentielles comment certains candidats ont tenté de contourner les dispositions du code électoral. Mais on assiste avec l'émergence des professeurs du droit, des avocats, à une sorte de juridicisation de la compétition politique. Donc on peut aussi s'attendre à, je dirais, une compétition sur le terrain du droit, avec ce qu'on a vu au niveau du mouvement Sens, par exemple, qui a attaqué certaines listes de candidatures, attaqué la décision de la CENI. Alors, vraiment, Ouedraogo. Oui, nouveaux électeurs, oui, il y en a effectivement beaucoup, mais l'offre politique, c'est plus une dynamique, c'est pas le document de programme qui compte. Est-ce que l'acteur qui porte même le programme incite même effectivement à croire à ce qu'il a écrit? Je crois que les électeurs, les nouveaux électeurs pourront effectivement savent faire la part des choses entre ce qui est écrit par un candidat et sa capacité effectivement à réaliser ce programme s'il est élu. La question de fond qui se pose aujourd'hui, est-ce que
de l'ensemble des candidatures que nous avons une nouvelle offre effectivement à la hauteur de nouveaux enjeux et de nouveaux électeurs. La réponse effectivement viendra, comme il l'a dit, quand on observera les résultats, on verra effectivement si ces nouveaux électeurs qui se sont inscrits, parce qu'on a appris, j'ai entendu des gens qui disaient, on ne sait pas qui sera candidat, mais le mieux c'est d'avoir déjà sa carte d'électeur. Parce que le jour, si on n'a pas sa carte d'électeur, on se rend compte qu'on a un candidat qui correspond, dont le profil effectivement correspond à ses aspirations, et qu'on n'a pas de carte d'électeur, en ce moment c'est le regret. Mais l'essentiel d'abord c'est d'avoir sa carte d'électeur et d'attendre de voir qui sera candidat. Maintenant la question de fond, on se demande si effectivement, si la liste des candidatures que nous avons seront effectivement, il y en a effectivement qui correspondent aux aspirations de ces nouveaux électeurs. On verra effectivement au résultat. Mais il y a quelque chose. Mais malheureusement, si la base de ces candidatures, il n'y a pas une offre, ou en tout cas une personnalité qui correspond effectivement à leurs attentes, les gens peuvent être tentés effectivement à la marchandisation du vote. Et c'est là où on tombe effectivement dans cette histoire de corruption électorale. Parce que malheureusement, la plupart de nos partis politiques recherchent moins de militants, mais plus d'électeurs. En fait, parce que le militant, il est difficile à entretenir, il est contestataire, il veut voir clair, il est exigeant, mais l'électeur, il vient juste voter et puis il circule. Donc quand il y a un pacte, effectivement, où effectivement on marchande les voix, il n'y a plus d'exigence, chacun quitte à partir du moment où chacun a respecté sa part du contrat. Maintenant, c'est là la question de fond. Est-ce qu'avec tous les tests qu'on a aujourd'hui qui prévient la corruption électorale, on va réussir effectivement à faire en sorte effectivement qu'on ne marchande pas les voix. Parce que le plus gros problème qu'on a aujourd'hui justement, c'est qu'on assiste à une sorte de double dynamique où il y a un recul du militantisme et en même temps une sorte de marchandisation des relations sociales. Et quand vous êtes dans ces deux dynamiques-là, tout se vend, tout s'achète. Malheureusement aussi les votes s'achètent et se vendent. La question de la mobilisation. Docteur Abdou Karim Saïdou, on sait que jusque-là, aucun président n'a réussi à mobiliser plus de 2 millions de voix. Oui, ça c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que la question de la participation électorale a été étudiée dans le cadre de plusieurs travaux scientifiques. Il y a plusieurs variables qui ont été mises en exergue. Vous avez une forme, je dirais, d'apolitisme objectif, des gens qui sont socialement exclus du système, qui ne participent pas au processus électoral, voilà, pour des raisons objectives, à cause de la pauvreté, la précarité matérielle, etc. Vous avez également des gens qui sont contre le système, voilà, qui décident de façon délibérée de boycotter. Ça également, c'est un discours qui existe au niveau du système politique burkinabé. Vous avez aussi des électeurs, des citoyens qui sont insatisfaits de la qualité de l'offre électorale, qui ne sont pas contre le système démocratique en tant que tel, mais qui estiment que l'offre électorale n'est pas suffisamment attrayante, n'est pas alléchante. Et aujourd'hui, avec l'émergence, je dirais, de nouveaux partis, de nouvelles personnalités qui sont engagées dans la compétition électorale, on peut peut-être faire l'hypothèse que cette variable liée à l'insatisfaction de l'offre électorale peut trouver solution en partie au niveau de certains citoyens. Donc je pense que c'est un des enjeux parce que dans les régimes démocratiques, la participation électorale est un indicateur de la santé d'une démocratie. Parce que si les gens ne participent pas, ça discrédite en fait le système dans son ensemble. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près. Voilà. Je pense plutôt aussi que j'ajouterais justement que la participation est un indicateur par rapport à la qualité des hommes qui animent les sphères politiques. Parce que, à quoi bon effectivement d'aller participer à une élection si je sais que ce soit un X ou Y qui gagne, ça ne change rien dans la façon dont on gouverne des choses. En fait, en ce moment, effectivement, ce n'est pas incitatif. Maintenant, il faut effectivement qu'au niveau des hommes, on sente une certaine qualité. Et c'est là toute l'exigence aujourd'hui de nos processus démocratiques. Est-ce qu'on a aujourd'hui les hommes qu'il faut sur l'échiquier politique? Mais là, c'est une question. Malheureusement, on cherche à répondre à cette question sans se dire, si on n'a pas les hommes qu'il faut, est-ce que ce n'est pas de notre responsabilité en tant que citoyen de ne pas avoir des hommes de qualité sur l'arène politique, dans l'arène politique? S'il n'y a pas des hommes de qualité, c'est que nous aussi, en tant que citoyens, nous ne sommes pas des citoyens de qualité. C'est ça qu'on doit se poser cette question. Parce que si nous nous sentons citoyens de qualité et que nous n'avons pas des acteurs politiques de qualité, nous devons descendre dans l'arène politique
pour jouer le jeu et faire en sorte effectivement qu'on offre une nouvelle alternative aux populations. Malheureusement, dans le contexte burkinabé, on a tendance à dire que ces gens-là, ils ne sont pas bien. La politique, c'est pour les menteurs, pour les voleurs. Mais nous, nous, les citoyens, on fait quoi? Si on accepte effectivement que la politique soit pour les menteurs et les voleurs, c'est que nous acceptons implicitement que nous sommes nous-mêmes, effectivement, en tout cas complices des menteurs et des voleurs. Sinon, il n'y a pas de raison, effectivement, qu'on n'ait pas des hommes de qualité sur notre échiquier politique. Et c'est la responsabilité de tous. Je crois que là où il faut interpeller les acteurs à tous les niveaux aujourd'hui, c'est de dire qu'on n'a plus aucune excuse pour ne pas aller sur le terrain politique. Sauf si, effectivement, on consent à accepter que ce soit les autres qui compétissent et qui nous gouvernent, malgré tout ce qu'on pense d'eux. Si vous dites que les gens ne sont pas à la hauteur et que vous ne venez pas, vous le voulez ou pas, c'est ceux qui participent aux élections qui vont gagner et qui vont gouverner. C'est ça la règle. Alors, je voulais ajouter quelque chose à ce propos. Peut-être avec l'insurrection aussi, ce qu'on a observé, c'est cette montée en puissance, je dirais, des formes de participation protestataire. Parce que les citoyens se sont rendus compte que finalement, surtout les jeunes, finalement, sans les élections, sans passer par les élections, on peut faire bouger les lignes. C'est-à-dire on peut influencer l'action publique, on peut influencer les décisions politiques sans passer justement par les élections. Et la société burkinabé est fortement politisée. Les jeunes sont très politisés. Même les jeunes qui boycottent les élections, ils sont très politisés. Seulement, par stratégie, ils choisissent par exemple la protestation plutôt que les modes de participation conventionnelle. Ça peut expliquer aussi, je dirais, cette décision que beaucoup de citoyens prennent de ne pas participer aux élections. Mais ces citoyens-là restent très politisés sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans les villages, etc. Pour empêcher par exemple certaines décisions ou bien pour influencer l'action des dirigeants au niveau local ou au niveau national dans tel ou tel sens. Et même au niveau transnational aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, les sociétés civiles africaines de façon générale, qui participent beaucoup, voilà, qui tentent même, je dirais, de briser le monopole des États dans la gestion de la politique internationale, etc. Donc il y a cette culture, je dirais, protestataire qui a été renforcée probablement par l'insurrection, qui peut expliquer ce désamour de certains citoyens vis-à-vis des élections. Sauf que fondamentalement, on ne change pas les choses dans cette posture. Parce que l'alternative qu'on peut apporter, ce n'est pas empêcher les autres de mal gérer, c'est d'avoir les conditions, de réunir les conditions pour avoir des alternatives crédibles par rapport aux préoccupations et aux attentes des citoyens, par rapport aux politiques publiques. Quelle politique publique, quelle innovation, quel changement structurel, quelles réformes ou refondation de l'État on fait? C'est ça toute la question de fond. Donc la contestation, elle est bien, mais fondamentalement, on peut se satisfaire effectivement d'empêcher la mise en œuvre de certaines petites réformes ou de certaines décisions. Le rôle des médias dans tout ça, Brahima Ouedraogo. Le rôle des médias, c'est vrai que dans cette élection, l'enjeu pour les médias, ce n'est pas forcément là où on croit si les questions éthiques et déontologiques. On est dans un contexte effectivement où les médias ont un gros challenge. Comment pouvoir donner l'information face à des citoyens informateurs ou à des médias ou des acteurs politiques qui eux-mêmes effectivement peuvent avoir des médias qui fournissent l'information à temps réel. Et comment effectivement les médias peuvent effectivement pouvoir eux apporter l'information crédible par rapport à des possibilités de désinformation et de désintoxication que les acteurs politiques peuvent avoir. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens donnent l'information qu'ils veulent donner et en temps réel. Et ils ne sont pas soumis aux règles d'éthique et de déontologie que les médias conventionnels. Et du coup, effectivement, les médias se retrouvent dans une sorte de double course. C'est-à-dire la course pour pouvoir donner l'information réelle pour ne pas laisser l'espace à la désinformation. Mais en même temps aussi, la course, il faut courir vite, mais en même temps aussi, il y a des règles qu'il faut respecter pour faire en sorte effectivement qu'on ne se retrouve pas à jouer sur le même terrain que les activistes et tous les boxeurs, si vous pouvez me expliquer les termes, tous les boxeurs en dessous de la ceinture. Alors, Dr Abdou Karim Saïdou.
Oui, je pense que les médias auront un rôle extrêmement important à jouer. Quand on prend les émissions qui vont être parrainées par le Conseil supérieur de la communication, ça va être l'occasion pour les différents candidats, pour les partis, les groupements d'indépendants en compétition, justement, de défendre leurs idées, défendre leurs projets. Et donc, malgré l'existence des réseaux sociaux, je pense que une grande partie de cette campagne-là va se dérouler au niveau des médias. Les émissions parrainées à la radio, à la télévision, qui vont être suivies par les citoyens, et certainement que ça va influencer les choix des électeurs. Je pense que, compte tenu de la situation sécuritaire dans laquelle nous sommes, la sensibilité de certaines questions communautaires, identitaires, etc., les médias, Burkina Faso, en tout cas, on fait montre, je dirais, de responsabilité. Je pense qu'avec le pacte qui a été signé, le pacte de bonne conduite, et tout le travail qui a été fait par les médias, j'ai même participé à des séances de formation organisées par le Centre national de presse Norbert Zongo. Je crois qu'on peut avoir une campagne électorale, je dirais, responsable, qui va permettre véritablement aux candidats, aux partis politiques, de partager ce qu'ils ont comme offre politique. Merci à vous, Dr Abdul Karim Saïdou, d'être venu nous voir. Merci à Brema Oudraogo. Vous êtes éditorialiste, directeur de publication du bimensuel de Reporter. Vous êtes aussi président de la Société des éditeurs de presse. On va vous raccompagner et inviter ici le directeur général de la RTB. Puisqu'on parlait de médias, on va faire une transition logique. Voilà. Merci, bonne soirée à vous. Le DG donc qui va s'installer à ma droite. Bonsoir DG. Bonsoir Simon, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors vous nous rejoignez pour nous parler du dispositif que la RTB déploie pendant donc cette période de campagne, parce qu'on le sait, la loi, notamment la loi 59 sur l'audiovisuel dit clairement qu'en période électorale, les médias publics sont sous la supervision du Conseil supérieur de la communication. Alors dites-nous, DG, qu'est-ce que vous prévoyez justement comme dispositif d'abord pendant cette campagne? Écoutez, comme vous l'avez dit, c'est un tandem qui est véritablement établi entre les médias publics et le Conseil supérieur de la communication, qui édicte un certain nombre de règles et qui a mis en place un certain nombre de tribunes à la faveur donc de ces élections couplées. Et le CSC donc propose aux candidats à la présidentielle une tribune, à la radio et à la télévision, pour ce qui concerne la RTB. Et le CSC propose également une tribune pour les partis politiques engagés dans le cadre des législatives. Et le CSC propose donc des messages de campagne pour la présidentielle et des messages de campagne pour les législatives. Tout ça encadré de manière stricte en termes d'heures d'enregistrement, en termes d'heures de diffusion et en termes également de timing. Les messages de campagne, par exemple, c'est 5 minutes. Okay. C'est un exemple que je donne pour ne pas évoquer beaucoup de chiffres. Donc ça met finalement à l'aise également, ça facilite le travail des médias publics parce que nous appliquons simplement ces règles qui sont édictées. C'est que le CSC a décidé... Absolument. Bien évidemment, des initiatives seront prises en termes de reportage, de couverture médiatique. Justement, parlons de reportage, parce que le CSC peut dire, par exemple, comme c'est le cas, nous offrons 13 reportages à chaque candidat à la présidentielle. Mais comment cela se décline au sein des rédactions de la RTB? Effectivement, le CSC propose 13 reportages pour la présidentielle. Et je crois 13 reportages également pour les législatives. La difficulté se trouve au niveau... Il y a certains partis politiques qui sont en mesure de faire plus que 13 reportages. Absolument. Pendant que d'autres n'arriveront certainement pas à faire les 13 reportages, les 13 activités qui donneront lieu donc au reportage. Donc c'est toute la difficulté pour faire de l'équilibre de l'information. Et je donne l'exemple des programmes. Pour aller couvrir les activités des partis politiques, on a besoin des programmes. Je vous fais une confidence, je vous dis une anecdote. Aujourd'hui, même ce soir, même quelqu'un m'a appelé
d'un parti politique pour me dire qu'il a son lancement demain et qu'il souhaite avoir la télévision, la radio à son activité. Ça se passe en province. C'est vous dire la difficulté qui est la nôtre. Le programme n'est pas encore arrivé. Absolument. Donc nous essayons malgré tout en tout cas de tout mettre en œuvre pour aller à l'équilibre. Et aussi il y a cette question de prorata. Il y a certains partis politiques qui sont présents dans 2 ou 3 provinces. Eh bien la RTB devra tout mettre en œuvre pour couvrir les reportages concernant ce parti politique et ça fera du 100% au même titre qu'un parti politique qui est peut-être présent dans 30 ou 45 provinces. Donc c'est un jeu véritablement de recherche d'équilibre qui est lancé et qui sera mis en œuvre. Et bon, au niveau en tout cas de la radio, de la télévision, on met les bouchées doubles pour être à la hauteur parce que nous avons une obligation véritablement d'équilibre de l'information, d'équité, pour permettre aux Burkinabés en tout cas de faire le bon choix au niveau des urnes quand ils iront pour voter. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure de reportage en province. Comment est-ce que vous faites ce déploiement au sein de la RTB pour pouvoir couvrir l'ensemble des 45 provinces alors que, on l'a dit en début d'émission avec le président de la CENI, on a, c'est vrai, 13 candidats à la présidentielle, mais on a jusqu'à 96 partis et regroupements d'indépendants qui sont engagés aux législatives, par exemple. C'est une grosse difficulté, effectivement, parce que même quand on prend le chiffre 13 reportages pour un parti politique à la présidentielle, quand vous le multipliez, comme les 13 reportages pour les partis aux législatives multipliés par 90 partis politiques, 96, ça fait beaucoup. Bon, la RTB a une couverture nationale. Au niveau de Gawa, nous avons par exemple une chaîne de télévision et de radio. À Bobo, nous avons une radio, une télévision. À Dédougou, une radio. À Kaya, une radio. À Waïgouya, une radio locale. À Dori, une radio. À Fadan Gourma, nous avons également une radio. À Tinkodgo, nous avons une équipe de production. C'est déjà un maillage qui existait avant les élections que nous avons renforcé avec une série d'équipes qui est partie dès aujourd'hui d'ailleurs sur l'ensemble du territoire. Donc dans les 13 chefs-lieux de région, nous avons en plus de l'existant qui était là, une équipe qui est basée en permanence et qui est susceptible d'être renforcée au cas où l'activité politique venait à prendre de l'envergure. Parce que là, on est un peu dans l'incertitude. Comme je le disais au départ, tout sera fonction de l'ampleur des activités à mener et ceci va amener la rédaction de la radio, de la télévision nationale à déployer davantage. Sinon, pour le moment, ce maillage-là, voilà comment il est constitué. Et les équipes feront donc des reportages sur la base du programme des différents partis politiques et les envois se feront par l'Internet, comme vous le savez. Donc, chaque reporter est doté d'un équipement pour lui permettre donc, après le filmage, le montage, de faire l'envoi sur le serveur central au niveau de Ouagadougou pour la diffusion. Donc vous voyez qu'on est là également. La diffusion se fait, est-ce que tous les reportages sont logés dans les différents journaux ou bien il y a un dispositif spécial? Il y a le journal, les journaux, les éditions ordinaires. Il y a des éditions spéciales qui seront mises en place parce que vous savez qu'en période électorale, vous pouvez vous retrouver facilement avec une vingtaine de reportages sur des meetings, des activités. Donc il y a des tranches qui seront mises en place au niveau de la rédaction de la télévision, au niveau de la radio pour évacuer. Parce que l'enjeu, c'est de couvrir, mais c'est également de diffuser le plus rapidement possible pour ne pas être forclos par rapport aux 21 jours de campagne. D'accord. Alors tout ça, c'est cette période de campagne. Il y a le jour du scrutin. Comment est-ce que ça s'organise au sein de la RTB? Le jour du scrutin, c'est là encore, c'est la grosse armada qui sera déployée, aussi bien à Ouagadougou que dans les principales autres villes du pays, pour suivre, par exemple, vous savez qu'il y a des candidats, le vote des candidats. Vous avez 13 candidats, par exemple, à la présidentielle. Il est clair qu'il faudra avoir le vote de ces différents candidats et bien sûr les à côté, et ce qui se passe, le point de vue des observateurs, le point de vue du citoyen lambda. C'est tout ce menu-là qui va faire l'actualité le jour donc du scrutin. Et bien évidemment en soirée, on a notre nuit électorale comme on le fait d'habitude. Lorsque les premiers résultats vont commencer à tomber, il faudra donc les donner au fur et à mesure et ça permettra aux populations d'avoir des tendances jusqu'à
pouvoir finalement savoir si on part pour un second tour, est-ce que il y a un candidat qui se dégage, etc. Et donc, à travers des duplex, à travers des appels téléphoniques, je précise qu'on fera appel également à nos correspondants au niveau de la radio nationale, par exemple. La radio nationale a un réseau de correspondants assez étoffé, ce qui va permettre en tout cas de remonter un maximum d'informations pour éclairer l'opinion. Et pour cette nuit électorale, nous aurons des experts qui seront là, nous aurons les observateurs, nous aurons des journalistes sur le terrain qui viendront partager un certain nombre d'informations recueillies, nous aurons des hommes politiques, des candidats, et tout ça réuni nous permettra en tout cas d'organiser un bon cocktail informatif au profit donc des populations. Tout ça c'est intéressant, mais on se pose la question des moyens. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Avons-nous les moyens de notre politique? Absolument. On n'a pas les moyens de notre politique, on n'a jamais l'intégralité des moyens, mais je crois que le gouvernement a fait des efforts. Le ministère des Finances a mis à la disposition des médias publics une somme. Le Conseil supérieur de la communication également. Et bon, nous n'avons vraiment pas eu ce que nous demandions au départ, même pas la moitié, mais avec beaucoup d'ingéniosité, avec le savoir-faire, l'expérience de la RTB, parce que vous savez que ça fait quand même plusieurs années que nous couvrons des scrutins électoraux. On a bon espoir donc qu'on pourra véritablement couvrir sans grande difficulté. C'est une question de véhicules notamment. La logistique, ça concerne essentiellement les véhicules, ça concerne les caméras pour la télévision, les enregistreurs pour la radio, les tables de montage aussi bien pour la radio que la télévision. Ça paraît, comme je le dis, toujours basique, mais c'est véritablement essentiel et fondamental pour permettre à un journaliste, qu'il soit JRI ou une équipe de télévision ordinaire, de pouvoir faire des images, faire un montage et faire des envois, idem au niveau de la radio. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'on est suffisamment confiant par rapport à notre vécu, par rapport à notre expérience professionnelle. Alors on ne le dit pas assez, mais je me suis amusé à faire les calculs. On n'aura pas moins de entre 700 à 800 sorties de reportage pendant cette période. Et il faut compter ces sorties sur 21 jours. C'est énorme. Merci DG d'être venu nous donner tous ces éclairages. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. Cette nuit préélectorale, comme on l'a appelé, c'est terminé. Merci à toute l'équipe technique, à Olopoda qui a assuré la coordination et bonne suite de programmes sur la RTV.